Bonjour, chers étudiants. Aujourd'hui, pour cette séance d'aujourd'hui, on va illustrer les deux premiers TD, essentiellement, relatives aux interactions homotypiques et hétérotypiques, essentiellement, entre les espèces naturelles. Donc, c'est un cas de facteur biotique que vous aurez à étudier plus tard avec le professeur Louah. Donc, tout de même, je vous rappelle que je l'ai déjà signalé le cours, vous aurez cette première séance de TD, en insistant aussi que l'intégralité du cours a été déposée sur la plateforme modèle sous forme PDF. En même temps, je tiens à vous signaler que le polycopier du cours, il est disponible ici au service de photocopie. Si vous désirez avoir un support écrit, vous pouvez aller au centre de photocopie et retirer le polycopier de S3 d'écologie générale 1. Donc, revenons à notre TD d'aujourd'hui. C'est TD numéro 1, donc c'est les interactions homotypiques et hétérotypiques, étude des facteurs biotiques, essentiellement. Vous savez que les coactions entre les espèces et les populations, ce sont des coactions qui peuvent avoir lieu au sein d'une même espèce, et dans ce cas, on les qualifie d'être des coactions homotypiques, c'est-à-dire intraspécifiques, ou bien des coactions ou interactions entre des espèces différentes, et dans ce cas, on parle d'interactions hétérotypiques ou interspécifiques essentiellement. Ce sont les deux types de facteurs écologiques biotiques qui peuvent agir, et essentiellement ces facteurs peuvent réguler la densité ou les effectifs des populations ou des espèces généralement. On va voir des exemples bien précis à ce sujet-là. Première chose, d'abord les coactions homotypiques ou interactions intraspécifiques. Ce sont des interactions qui se déroulent au sein d'une même espèce, intéressant les individus de la même espèce, et qui peuvent avoir deux effets antagonistes ou essentiellement, soit des effets favorables, et dans ce cas, ce sont des effets qui peuvent toucher soit la natalité, soit la mortalité, et ce sont des effets de masse, on appelle des effets de masse. Lorsqu'il y a une densité qui augmente, on a tendance à réguler cette densité par effet de masse, et la tendance de la courbe, c'est qu'il va affecter l'espérance de vie ou la fécondité des individus, et il a tendance à diminuer, que vous voyez sur cette courbe orange, ou bien sur cette partie-là qui montre l'effet de masse. Alors cet effet de masse, il y a l'effet inverse, c'est lorsqu'on a un effet de groupe, ce qu'on appelle le principe d'Allais. Cet effet de groupe, lorsqu'on a la densité ou l'effectif de la population va tendre vers un optimum. Lorsqu'il veut tendre vers un optimum, il y a une agrégation des individus de la population qui va favoriser la densité. Ce que vous voyez sur cette partie-là de la courbe. Donc voilà une tendance à atteindre une valeur optimale. Cette valeur optimale, qui est celle-là, va atteindre son apogée. C'est l'effet de groupe. Au cours et à mesure que la densité augmente vers la valeur optimale, on a un effet de groupe. Il ne faut pas confondre avec l'effet de masse lorsqu'on a une chute des effectifs vers des valeurs minimales de la population. Donc c'est une densité qui affecte essentiellement des populations monospécifiques, c'est-à-dire formées d'une seule espèce. Des populations monospécifiques formées d'une seule espèce, et par conséquent, c'est une coaction homotypique. Alors, lorsqu'on a cette coaction homotypique, donc il va affecter, comme je viens de dire, l'espérance de vie, la fécondité des individus, etc. Donc je vais donner des exemples qui sont les suivants, essentiellement. Les effets et les conséquences de coaction homotypique, ce sont des effets qui assurent la stabilité de la densité, soit un affaiblissement physiologique, donc perte soit d'aptitude de reproduction, d'aptitude d'alimentation, etc. Un affaiblissement physiologique, une diminution de la croissance individuelle, c'est-à-dire que la taille des individus ne va pas excéder certaines valeurs, une baisse de la fécondité et de la longévité. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que la portée des femelles va diminuer, on va voir des exemples, et une modification du comportement individuel essentiellement, et augmentation du stress avec une stimulation, ça à l'échelle physiologique, c'est-à-dire stimulation du cortisol et l'hormone de stress, c'est-à-dire que l'individu devient assez stressé lorsque la densité de la population augmente, on a une surpopulation. Donc,
on peut avoir des baisses de densité, un feedback, c'est-à-dire un phénomène de correction. Parfois, ce sont des modifications génétiques qui vont intervenir. C'est intrinsèque, rappelez bien, intrinsèque de la population qui va agir pour réguler cette facteur. Alors, on a deux exemples ici, comme vous voyez. Le premier exemple, ça touche la taille des patelles. Alors, les patelles, ce sont des gastéropodes qui vivent sur les zones de balancement rocheuses, qui sont inféodées à des roches. Et vous voyez là, on a la densité de ces gastéropodes et sa taille. Lorsque la densité de gastéropodes augmente, qu'est-ce qu'il y a? La taille, qu'est-ce qu'il fait? Elle diminue. Donc là, c'est un effet de masse. C'est une coaction homotypique. C'est-à-dire lorsque la densité de la population augmente, la taille, elle diminue, avec la droite qui est en bleu. Donc on a un effet, elle est exprimée en termes de biomasse. La même deuxième exemple, c'est un exemple qui affecte la fécondité d'un oiseau qui est la mésange charbonnière. C'est un oiseau, c'est un passereau essentiellement. Et qu'est-ce qu'on constate? Lorsqu'on a 10 couples d'oiseaux, c'est-à-dire on a la portée ou la fécondité de ces couples, elle est de 11 à 12 petits par couple. C'est-à-dire que chaque couple va donner 11 à 12 petits. Lorsque la densité des couples est de 90 couples, qu'est-ce qu'on a? On n'a que 7 à 8 petits par couple. C'est-à-dire que la densité va diminuer au fur et à mesure que la biomasse ou la densité des couples, la fécondité va diminuer au fur et à mesure que la densité augmente. Donc, comme vous voyez là, si je fais un tracé de ces courbes-là, on a que la densité des couples augmente, la fécondité diminue. C'est-à-dire lorsque la densité augmente, la fécondité diminue. Donc c'est un effet aussi de masse. Donc en plus des caractères qu'on a vus tout à l'heure, on a deux exemples qui sont assez... Dans le cas de la coaction hétérotypique, ce qui se passe, c'est qu'on a une compétition qui va se développer entre deux espèces différentes, avec des populations différentes. On peut avoir une concurrence, un conflit, un antagonisme, une concordance ou bien une coopération. Donc l'effet peut être positif ou bien peut être négatif. Ça, on va le voir. Donc il y a plusieurs cas de figure dans cette situation-là. Neutralisme, commensalisme, amensalisme, mutualisme, symbiose, compétition proprement dite, prédation et parasitisme. Tout ça, ce sont des coactions hétérotypiques. Tous ces exemples-là, ce sont des coactions. Alors, dans le cas de neutralisme, c'est une cohabitation où deux ou plusieurs espèces vont cohabiter en ignorance de l'un de l'autre. C'est-à-dire il n'y aura pas de compétition ni pour l'espace ni pour la nourriture. Le commensalisme, c'est le cas où une seule espèce va profiter de la relation qui existe entre les deux espèces. Donc, autrement dit, il va avoir une valeur sélective réduite. Donc, l'espèce va agir sans nuire, mais il va profiter de la relation. Donc, c'est le commensalisme essentiellement. On va voir des exemples du commensalisme très fréquents. Donc, par exemple, le gastéropode avec le crustacé. Qu'est-ce qu'il fait le crustacé? Il va s'installer dans les coquilles qui sont vides. Il va construire un abri pour lui, essentiellement. Et par conséquent, le crustacé devient un commensal de la coquille de gastéropode. Un commensal de la coquille de gastéropode. Un autre exemple, c'est celui des balades. Ce sont aussi des crustacés qui vont s'installer en épibionte. Ils deviennent des épibiontes. Donc, c'est-à-dire sur la coquille de bivalve. Ils vont donc être déplacés et rester à la face externe des moules sans nuire à l'espèce qui les supporte essentiellement. Donc, ils sont supportés par des espèces sans les nuire. Donc, c'est une relation entre deux partenaires sans qu'il y ait un effet négatif pour la deuxième espèce. Le mutualisme et la coopération, c'est une relation bénéfique pour les deux espèces. C'est-à-dire que les deux espèces vont cohabiter et avoir une relation bénéfique mais qui n'est pas obligatoire au vital essentiellement. Donc, on aura un mutualisme lorsque
les services sont bénéfiques pour les deux espèces. Il n'y a pas de récompense dans de ce cas-là, mais ils peuvent exister. C'est un cas assez proche du mutualisme et assez proche de ce qu'on va voir plus tard de la symbiose. Mais symbiose, c'est une relation bénéfique de coopération, mais qui est obligatoire. Donc, s'il y a... Alors, ces services de récompense entraînent des codes énergétiques, parfois, et qui peuvent parfois créer de sortes... Alors, on va voir plusieurs exemples de mutualisme. Un mutualisme, une coopération animale-animale, ou bien une coopération animale-végétale. Donc, dans ce premier cas de poisson pilote, c'est-à-dire le poisson qui va à côté des grands baleines, c'est le cas de ce qu'on appelle du romaras, les romaras qui accompagnent les grands sélaciens tels que les requins ou bien les rays. C'est des petits poissons qui vont à côté du requin pèlerin ou des relais, ou bien des rays. Et cette relation animale, ils vont profiter des débris qui sont aux alentours de ces grands. Donc, c'est une relation de récompense entraînant des codes énergétiques parfois parce qu'il doit se déplacer essentiellement. Et il va profiter de cette relation. Et ça, on peut avoir une relation animale-végétale. Donc, vous voyez là un phénomène de convergence écologique essentiellement très connu. Et vous avez le paon qui est un insecte, qui est un lépidoptère essentiellement, ou bien l'oiseau qui est aussi le colibri qui est un oiseau, qui vont essentiellement avoir une relation avec les fleurs. Donc, ils vont butiner les fleurs, et en butinant les fleurs, c'est-à-dire ils vont sucer le nectar, et en suçant le nectar, ils vont en même temps polliniser, assurer la fécondation des plantes, essentiellement croiser des plantes. Donc, c'est une relation bénéfique entre les deux catégories d'espèces, mais qui est différente. C'est-à-dire, la relation paon-fleur ou colibri-fleur, c'est une relation de mutualisme, donc, c'est-à-dire où il y a une bénéfice. C'est-à-dire, l'espèce, l'animal va avoir le nectar, va sucer le nectar, va butiner la fleur, et en même temps, il va permettre sa pollinisation ou sa fécondation plus tard. La symbiose, comme je viens de dire, c'est un cas de coopération, mais qui est obligatoire. Tout à l'heure, on a vu la coopération où il y a le mutualisme, ce n'est pas obligatoire. Mais la symbiose, elle est obligatoire parce qu'elle est spécifique, souvent. C'est une relation très intime entre deux organismes ou deux espèces dont chacun va tirer bénéfice de cette association, bien sûr. Donc, il y a trois situations possibles dans l'endosymbiose, lorsque la symbiose elle est interne, se fait à l'intérieur d'un organe. C'est l'exemple, par exemple, des nodosités ou des nodules au niveau des racines des plantes. C'est-à-dire, vous savez que les nodosités des racines des plantes, ce sont des amas cellulaires qui pullulent des bactéries. Et ces bactéries, qu'est-ce qu'ils vont faire? Conforme à ce qu'on appelle la symbiose rhizobien, ils vont utiliser le composé chimique, par exemple l'azote ou le phosphore de la terre, de ses racines, ils vont utiliser pour former la matière organique parce que le composé minéral au niveau de la terre sera absorbé par les racines et ces racines-là, les bactéries au niveau de ces racines, ces générations des bactéries, c'est le rhizobium, va plus ou moins transformer cet élément minéral en élément organique et par conséquent, il va bénéficier de la relation. Aussi bien la plante va utiliser le composé organique que la bactérie va utiliser le composé minéral. En même temps, ils ont une relation bénéfique. C'est une relation endosymbiotique, c'est-à-dire la nodosité, c'est une relation endosymbiose. Il y a la mésosymbiose lorsqu'elle est intermédiaire, et c'est le cas par exemple du rumen. Vous savez que le rumen, c'est un organe qui existe chez la plupart des ruminants, à savoir les bovins, les ovins, etc. Et le rumen, c'est une partie de l'estomac où il y a donc une activité microbienne de bactéries pour digérer essentiellement la cellulose des végétaux pour qu'il soit assimilé par l'animal. Donc cette relation, donc l'animal, il mange les herbes, et les herbes, une fois qu'ils sont au niveau du rumen, ils seront digérés par les bactéries pour
utiliser l'élément qui soit assez assimilable pour l'animal. Donc c'est le rumen, donc c'est une poche de l'estomac. Ces aliments, donc les micro-organismes, vivent en symbiose avec le rumen. Ils digèrent la cellulose et l'amidon au profit de l'animal pour qu'il soit assimilé assez facilement. Et il y a l'ectosymbiose qui est la symbiose externe, lorsque deux espèces juxtaposées entrent en contact superficiel et peuvent créer une communauté. C'est le cas des lichens, par exemple, qui est une association bénéfique entre les lichens et les algues, essentiellement, ce qu'on appelle la mycophycobiose. La mycophycobiose, cette mycophycobiose, c'est l'association entre les algues et les lichens, les algues et les champignons pour créer cette association lichineuse, essentiellement. Donc, c'est un cas d'ectosymbiose. Et là, comme je le rappelle encore une fois, c'est une coopération qui est obligatoire. C'est un mutualisme qui est obligatoire, essentiellement. Si on sépare les espèces, ils seront négatifs. Le cas de figure le plus important à ce niveau-là, c'est celui de la compétition interspécifique. La compétition interspécifique, lorsque deux espèces qui ont des exigences écologiques très rapprochées vont coexister et par conséquent, plus ou moins à long terme, l'une des deux va éliminer l'autre, dans ce qu'on appelle le principe de Gauss. C'est-à-dire lorsque deux espèces ayant deux exigences écologiques très rapprochées sur une ressource de milieu, ces deux espèces ne peuvent coexister, c'est-à-dire que l'une des deux va éliminer l'autre à plus ou moins brève échéance, ce qu'on appelle le principe d'exclusion réciproque ou le principe de Gauss. Alors, il y a plusieurs exemples à ce niveau-là qu'on peut distinguer. Il y a l'exemple des baleines ou des crustacés sur la côte. Et vous voyez, c'est une condition qui est liée à la niche écologique. C'est-à-dire la niche écologique, elle est liée à chaque espèce. Chaque espèce, elle a sa propre niche écologique. Lorsqu'une niche écologique se chevauche, on peut avoir ce phénomène de compétition interspécifique. Lorsque, c'est-à-dire cet exemple que vous voyez devant vous, vous avez donc la partie supérieure du littoral et la partie basse du littoral. La partie basse du littoral, elle est occupée par les baleines en bleu, alors que la partie supérieure du littoral, c'est-à-dire le high tide, c'est-à-dire la marée haute, c'est les ktamals qui vont s'installer essentiellement. De sorte que la niche fondamentale des ktamals, lorsque la marée elle est basse, elle est élargie. Par contre, la niche fondamentale des baleines, elle est la même, elle ne varie pas. Et lorsque la marée elle est basse, la niche fondamentale va devenir assez étendue pour les ktamals. Ils vont entrer en compétition. C'est-à-dire, alors la question que je veux poser ici, établir la niche fondamentale de chaque espèce. C'est-à-dire, vous avez la niche fondamentale pour les ktamals, la niche fondamentale pour les baleines en bleu. Et quelle est la niche réalisée pour chacune des espèces? Vous avez la niche réalisée, c'est elle qui est indiquée en bleu. La niche réalisée est indiquée en bleu, donc la niche réalisée c'est celle-là. Et comme vous voyez, pardon, je reviens, donc vous avez une réduction de l'espace parce que SP1 ou les ktamals vont entrer en compétition avec les baleines. Donc, un autre exemple, c'est celui de l'amensalisme. Alors l'amensalisme, ce qu'il ne faut pas confondre avec le commensalisme où la relation elle est bénéfique pour une seule espèce. Essentiellement là, c'est une coaction interspécifique dans laquelle une espèce, elle ne va pas bénéficier, mais elle va inhiber l'autre espèce. Elle va inhiber l'autre, elle va arrêter la croissance d'une autre espèce. On a deux possibilités. On a le cas de la télotoxie. C'est un cas assez fréquent lorsqu'on a les micro-organismes. Et le cas de l'intibiose. Le cas de l'intibiose. Alors, le télotoxie, par exemple, dans le cas, l'exemple le plus connu, c'est celui de Penicillium. C'est un champignon qu'on l'utilise pour inhiber, comme antibiotique, pour inhiber la croissance des bactéries. Vous voyez, donc là, dans ce figure-là, la croissance des staphylocoques, elle est inhibée par la présence de Penicillium, essentiellement sur la figure. Comme je peux avoir le deuxième exemple d'amensalisme, c'est l'intibiose. Quand on a, par exemple, un grand arbre devant un petit arbre, qu'est-ce qu'il va faire ce grand arbre? Donc, c'est une coaction entre deux végétaux. Il va inhiber la pénétration de la lumière pour la petite arbre et par conséquent, il va empêcher sa croissance correctement,
correctement à ce niveau-là. Donc là, c'est un exemple de coaction hétérotypique de type amensal essentiellement. Le cas de coaction aussi interspécifique particulier, c'est celui de la prédation. Donc celui de la prédation lorsqu'on a une dynamique proie-prédateur. C'est-à-dire le prédateur va capturer sa proie, va aller à la chasse pour exterminer sa proie essentiellement. Dans cette dynamique loi de proie-prédateur, ce qui se passe, on peut avoir une fluctuation pluriannuelle entre la densité de la proie et celle du prédateur. Donc vous avez ici le prédateur, c'est le lynx, et la proie, c'est la lièvre, essentiellement. Et donc, sur des périodes de plusieurs années, c'est une variation pluriannuelle, je peux avoir donc une variation du lynx et celle de la proie. Alors, vous avez la lièvre, donc c'est en vert, et le lynx, et vous avez constaté qu'il y a un déphasage entre les deux fluctuations des deux populations. Donc, on a à ce niveau-là, donc un effet plus ou moins numérique qui va se répéter, et cet effet en fonction de l'action du prédateur sur la proie. Donc c'est cet exemple-là, donc on va résumer. Il y a un autre exemple qui est plus ou moins similaire à celui de prédateur, c'est celui du parasitisme. Et là, donc la proie, ça sera la hôte, et le prédateur, ça sera le parasite. Donc c'est une relation prosymbiotique à ce niveau-là, et vous voyez donc le parasite doit tirer profit de sa proie, de son hôte, pardon. Il a tendance à ne pas tuer l'hôte, parce que si l'hôte disparaît, c'est le parasite qui va disparaître, la même chose pour le proie prédateur. Et on distingue aussi trois situations du parasitisme: l'ectoparasitisme, lorsque le parasite est externe, le mésoparasitisme, lorsque le parasite se trouve dans les limites entre l'organisme interne et la surface de l'organisme, et l'endoparasitisme, lorsque le parasitisme se trouve à l'intérieur d'un organisme. C'est le cas par exemple lorsqu'il est dans un tissu ou dans le système sanguin ou dans le tissu digestif. On parle de l'endo-organisme. Enfin, je vais terminer cette séance par ce tableau qui résume les modes d'action. Donc c'était un sujet d'examen, donc il fallait remplir ce tableau, c'est-à-dire le mode d'action des espèces en coaction, soit homotypique, soit hétérotypique. C'est-à-dire, si je commence dans le cas des hétérotypiques, vous avez le plus, ça veut dire que l'espèce elle est favorisée, le moins, ça veut dire que l'espèce elle est inhibée, elle est stoppée, et le 0, ça veut dire que l'espèce elle n'est pas influencée complètement. Alors si je prends le cas de l'amensalisme qu'on vient de voir, c'est-à-dire l'antibiose ou la télotoxie, voilà. Si les espèces sont réunies, donc l'espèce 1, elle est neutre, l'espèce 2, qui doit bénéficier de cette relation, elle est inhibée, essentiellement, lorsqu'ils sont réunis. C'est-à-dire lorsque l'espèce 1, elle est amensale, donc elle n'est pas, donc, si elles sont séparées, c'est, le bilan, elle est sans influence, elle est nulle. Dans le cas de commensalisme, on a dit que le bénéfice, il est unilatéral, il est prouvé au-dessus d'une espèce. Alors, l'espèce 1, si elle est commensale, donc elle va être favorisée, mais l'espèce 2, elle ne va pas être influencée, elle est neutre, essentiellement. S'ils sont séparés, c'est l'espèce commensale qui sera inhibée. Donc, c'est l'espèce commensale qui sera inhibée, elle est négative. Alors que l'espèce 2 reste toujours neutre. Dans le cas de la coopération ou du mutualisme, lorsque la relation elle est bénéfique pour les deux sans être obligatoire. Alors, sans être obligatoire, donc, si elle est bénéfique pour les deux, si elles sont séparées, elle est neutre. Il ne faut pas confondre avec la symbiose. Si elles sont rayonnées, elle est positive. Si elles sont séparées, elles sont négatives. Parce que là, ici, la coopération, elle est obligatoire. Dans le cas de la compétition, l'espèce 1, elle est compétitive. Donc, ça veut dire qu'elle est favorisée par rapport à l'espèce 2 qui sera éliminée. Mais s'ils sont séparés, il n'y a pas de compétition. L'influence, elle est nulle. Dans le cas de la prédation, c'est presque la même chose que celle du parasitisme. Et vous avez le prédateur et le bénéfice de la relation, alors que la proie, elle est inhibée. C'est pas inhibée, elle est influencée. Lorsqu'ils sont séparés, c'est le prédateur qui va souffrir. Comme j'ai dit tout à l'heure, le prédateur n'a pas intérêt à exterminer sa proie. Et s'il est exterminé, il va souffrir lui-même. La même chose le parasite. Le
il n'a pas intérêt à tuer son hôte. Et là, s'il tue son hôte, il va être aussi éliminé lui-même. Donc, s'il est séparé, donc il est inhibé complètement. La symbiose, comme je viens de dire, c'est comme le mutualisme, sauf qu'il est obligatoire. Ça veut dire que lorsqu'ils sont séparés, il est avec une influence négative. Par contre, ici, il est neutre. Vous savez bien, donc il ne faut pas confondre symbiose et mutualisme. Ce n'est pas la même chose. Alors, sur ce slide, je vais m'arrêter pour cette séance de TD. J'espère bien que vous avez bien cisé les coactions hétérotypiques et les coactions homotypiques qui vont signaler, et on aura rendez-vous pour la séance de TD numéro 2 qui sera consacrée aux chaînes trophiques, définition et interprétation ce sont des compléments de cours, tout en vous rappelant que vous avez déjà le cours en polycopié disponible au centre de photocopie et en même temps, vous avez le PDF sur la plateforme modèle. Donc, je vous donne suite pour la séance prochaine, Inch'Allah, et merci de votre attention. شكرا جزيلا.